Qui t'a fait toi, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission hors-série de la série Qui t'a fait toi, au cours de laquelle mes invités ES, si je puis faire de l'oralité inclusive, mes invités nous disent qui sont dans leurs rencontres, celles qui les ont marquées positivement ou quelquefois négativement, mais qui ont contribué à faire d'eux ou à faire d'elles qui ils sont aujourd'hui. Et mon invité pour cette émission, c'est Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Roselyne Bachelot, c'est pas tellement compliqué de commencer une série de Qui t'a fait toi, enfin de commencer un Qui t'a fait toi avec vous, parce que on pense, du moins je pense, et peut-être vous allez me renvoyer à mes foyers, mais que la première personne qui vous a fait vous, c'est Jean Narquin. C'est vrai que mon père était un héros hors du commun, mais à bien y réfléchir et pour vous contredire, Oui, je le savais. Les femmes de ma famille ont été plus importantes dans ma construction, dans le socle de ma construction. Ma mère et mes deux grands-mères, qui étaient des personnalités incroyables pour leur temps. Ma mère, forte femme, d'un courage extraordinaire. Bretonne, évidemment. Fille d'une grand-mère corentine, placée bonne à moins de 10 ans, analphabète, résistante, ouvrière dans une usine d'armement pendant la guerre de 14-18. Son mari était mort à la première bataille de la Marne. Une sorte de force de la nature, transportant un poste clandestin dans le métro, voyant le barrage des soldats allemands. Évidemment, c'était une valise très lourde. Elle a fait mine de se gratter le nez en tenant la valise avec son petit doigt pour montrer qu'il n'y avait rien dans la valise, que la force de sa volonté qui lui permettait de la porter. Et quant à ma grand-mère paternelle, paysanne, militante contre la peine de mort à la fin du 19e siècle, au début du 20e, ce qui dans sa sociologie est absolument hors du commun, et m'expliquant quand j'avais 7 ans pourquoi il fallait combattre la peine de mort, parce que à partir du moment où la société se donnait le droit de tuer, elle avait par avance excusé les criminels. Et ces femmes d'une telle force de caractère m'ont construite. Mon père, lui, a été en quelque sorte l'architecte qui a posé ensuite sur ses fondations une culture politique, une démarche, des méthodes, de l'humour, mais il n'est venu finalement qu'après. Et je n'aurais rien pu faire si je n'avais pas eu ces 3 femmes-là dans ma vie. Alors les deux grands-mères, peut-être plus particulièrement la grand-mère bretonne, sont des modèles plus que des femmes qui vous disent comment vivre, quoique ce que vous venez de raconter sur la peine de mort est aussi une façon de vous inculquer une vision du monde. Votre mère, par contre, au fond, vos deux grands-mères sont des féministes sans le savoir, si je puis dire, tandis que votre mère est une féministe en le sachant. Ma mère était une féministe qui n'était pas une sorte de féminisme réactif, un peu instinctif sur le fait qu'on ressent des injustices, on en est irrité, mais on ne se donne pas la peine de réfléchir. Elle avait un féminisme très construit à travers des auteurs. Elle était docteur en chirurgie dentaire et docteur en biologie. C'était pas quelqu'un qui avait fait des études littéraires, mais elle avait pris le soin de lire tous les grands auteurs qui ont construit le féminisme, bien sûr Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, et elle m'a donné ces livres à lire à un moment où j'avais 12-13 ans. J'étais donc au début de mon adolescence, en m'expliquant pourquoi il était important de construire une pensée féministe. Elle avait cette démarche de dire qu'on ne
combat bien que ce qu'on comprend, dont on a compris les mécanismes, et surtout qu'il ne fallait céder sur rien. Mais ce qui me surprenait chez ma mère, c'est qu'elle était à la fois extrêmement construite, psychiquement et intellectuellement sur ces sujets, et qu'elle était dans une vénération et parfois une servilité vis-à-vis de mon père, qui était son idole absolue. Et j'ai trouvé ça, même si parfois ça m'irritait profondément, ça m'énervait, je me suis dit, voilà, c'est tout ce qu'on a en nous, c'est-à-dire que, voilà, on veut mener des combats et en même temps on a un tel désir de plaire et d'être aimé qu'il faut toujours gérer ce paradoxe dans nos vies, et à mon âge, j'arrive toujours pas à le gérer. Alors venons-en à votre père, si vous voulez bien. Il est lui aussi chirurgien dentiste. Il est installé donc dans votre ouest, dans votre Anjou, dans votre cher Anjou. Quoique venant plutôt de la Bourgogne, non, si je me souviens mon bien. père est né dans la Nièvre, dans le plein pays du Bazois, là où il y a les belles vaches blanches, les belles charolaises. Et ses parents étaient donc agriculteurs dans un petit bourg qui est à 30 kilomètres de Nevers, qui s'appelle Fertrèves, parce que c'est là qu'une bataille au Moyen-Âge s'est arrêtée, d'où le nom de Fertrèves, dans une ferme dont ils n'étaient pas au départ les propriétaires, ils n'en étaient simplement que fermiers. Et mon grand-père était aussi une forte personnalité qui refusait d'aller à la messe en disant que la messe c'était pour les bonnes femmes. Donc il était là avec une certaine arrogance, assis sur les escaliers de la ferme, attendant que le troupeau des femelles se dirige vers les lieux où on les intoxiquait intellectuellement. Bon, et donc mon père est issu de la Nièvre, et quand il s'est marié, maman étant bretonne, ils ont choisi une sorte de point d'équilibre équidistant. Il fallait gérer ça dans la plus stricte parité. Voilà. Ils sont donc installés à Angers, mais ils sont installés à Angers aussi pas pour rien, parce que le maire de l'époque, Victor Châtenay, grand résistant, compagnon de la Libération, le maire d'Angers, très ami de Jacques Chaban-Delmas, avait besoin d'une sorte de, pas de factotum, le terme est péjoratif, mais d'un successeur, d'un conseiller politique. Et Jacques Chaban-Delmas avait envoyé mon père à Angers pour, en quelque sorte, prendre en main la structuration du mouvement gaulliste en Maine-et-Loire, un grand département centriste dans lequel les gaullistes étaient très peu présents. Et donc, c'est en chargé de mission par Jacques Chaban-Delmas que mon père s'est installé à Angers au moment où un certain nombre de groupes de pression assez secrets organisaient, avec d'ailleurs, je ne sais pas si le général de Gaulle était au courant de tout ce qui se tramait, d'ailleurs, ça se faisait un petit peu sans lui, où tout un groupe de gens s'activait pour ramener le général de Gaulle au pouvoir. Alors, Victor Châtenay, dont vous venez de parler, c'est un des deux amis de votre père. Enfin, c'était un des deux amis, un des deux membres du noyau dur politique que votre père forme avec lui et avec également Albert Blanchouin. Mais Victor Châtenay, c'est une biographie quand même. Il y a quelque chose qui décrit très bien Victor Châtenay. Donc en 58, il se présente comme député. Il se présente aux élections législatives. Et il s'agissait de lui trouver un suppléant. Alors, mon père et Albert Blanchouin, qui était donc le directeur du Courrier de l'Ouest, le journal local qui existe d'ailleurs toujours, et que les vieux angevins lisent religieusement, même si certains lui ont donné parfois le surnom désagréable du bourrier de l'Ouest, mais enfin ça ce sont des petites querelles angevines. Il s'agissait de trouver un suppléant. On était revenu au scrutin uninominal à 2 tours avec un suppléant. Et chaque fois que mon père et Albert Blanchouin lui présentaient un candidat putatif, il était là en disant « Non, celui-là est capable de me faire gagner des voix et je ne veux gagner que sur mon nom. » Alors, ce qui était quand même assez extraordinaire. Donc finalement,
finalement, un jour, Albert Blanchouin est revenu avec l'oiseau rare espéré, un professeur de droit qui certes était originaire d'une petite bourgade du nord de l'Anjou, de cette circonscription que j'ai représentée pendant 25 ans, et évidemment dont le père notaire était parti avec la caisse, ce qui n'est pas a priori un élément de ça biographie pas populaire. susceptible de vous faire des électeurs. Devant ce curriculum vitae absolument incroyable, Victor Châtenay a dit aux deux loulous, alors vraiment, vous m'avez trouvé l'homme qui convient. Et cet homme, c'était Jean Foyer, futur garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et apôtre d'une rigueur qui avait fort manqué à son père. Châtenay sera membre du Conseil constitutionnel, si me suis bien renseigné, dans des circonstances un peu bizarres. Et oui, il était donc... le général de Gaulle constitue son gouvernement et il fait rentrer un dénommé Pierre Châtenay, non pas AY comme le Victor, mais ET. Et c'était pas l'époque des réseaux sociaux, de l'information continue, tout ça. On tapait un peu sur des tam-tams pour faire passer les informations. La presse locale a titré que Victor Châtenay rentrait au gouvernement. Et puis la chose quand même s'est sue assez rapidement. Et le général de Gaulle a été très très chagriné que son vieux compagnon de combat soit ainsi humilié. Et très vite, il l'a fait rentrer au Conseil constitutionnel, quelques mois après, au début de 59, déclenchant ainsi la prise de fonction de Jean Foyer. Du fameux suppléant. Qui lui-même, ensuite a été nommé ministre, avec une cascade d'élections partielles qu'il s'agissait de gagner, et en particulier le général de Gaulle, la première élection partielle a eu lieu dans cette circonscription, première élection partielle de la Ve République a eu lieu dans cette circonscription que j'ai représentée, et le général de Gaulle avait dit à mon père, Narquin, il est interdit de perdre cette élection. Et votre père y fut. Roselyne Bachelot, nous venons de remonter un peu assez loin dans le temps, enfin en tout cas au début et même aux avant-débuts à travers vos parents et vos grands-parents, mais procédons par sauts et gambades et venons-en à aujourd'hui où vos activités ne sont plus politiques, mais sont des activités liées à l'information de diverses manières. Vous écrivez un éditorial hebdomadaire pour la presse quotidienne régionale, en l'occurrence pour le groupe Nice Matin. Vous êtes tous les jours de la semaine que Dieu fait, et il en fait 5 par semaine, à LCI, où vous êtes de l'aube, 3 heures à l'antenne, de l'aube au crépuscule, ou à peu près, de 9h du matin à midi, où là aussi vous commentez l'actualité, vous interviewez un certain nombre de gens. Accessoirement, vous continuez à dispenser... Je regrette d'ailleurs de ne pas vous y voir plus souvent, Philippe. Il ne tient qu'à vous et à mon emploi du temps. Et vous êtes aussi tous les vendredis, à peu près à 9h moins le quart, à l'antenne de France Musique, où vous présentez, où vous faites entendre aussi, vous avez récemment fait entendre, par rapport à la date à laquelle nous enregistrons, vous êtes récemment intéressé à Bayreuth et à cette grande maladie des wagnériens qui s'appelle la Kaufmannite, du nom de Jonas Kaufmann. Ne vous moquez pas de mon adoration pour Jonas Kaufmann, je vous prie. Et la grande question que se posent aujourd'hui les wagnériens, qui est: est-ce que Roberto Alagna va ou pas venir brailler à Bayreuth? Le 25 juillet. Le 25 juillet. Nous en reparlerons. Mais comment est-ce que vous êtes passé de la politique? Bon, la politique, je sais comment vous l'avez quitté. Vous l'avez quitté, ça mérite d'être dit, c'est pas si fréquent que ça. Donc, je connais d'autres exemples, mais pas très nombreux. Antoine Ruffnac l'a fait au Havre. Vous avez quitté la politique parce que vous avez décidé de quitter la politique, et ce qui est encore plus rare, vous aviez préparé votre succession et vous n'avez pas torpillé la candidature de votre successeur, ce qui mériterait qu'on vous mette, non pas au musée de l'homme, mais au musée de la femme, en tout cas de la femme politique. Mais une fois cette décision prise, qu'est-ce qui vous a fait passer, je dirais pas de l'autre côté de la frontière, parce que c'est pas si simple que ça, mais enfin, du côté de l'information?
Comment c'est arrivé ? Mon père était un journaliste rentré. Et toute sa vie, d'ailleurs, il a écrit des éditoriaux, fait des petits journaux, créé une radio libre au moment où, en 82, les radios ont pu se créer, qui a été d'ailleurs ensuite rachetée par le groupe Europe 2. Mais il était véritablement un amoureux du papier. Il avait une sorte de vénération pour la presse écrite. Il jugeait les gens sur la façon dont ils pliaient leur journal. Il détestait les gens qui jetaient les journaux en vrac. Peut-être aussi qu'issu de la résistance et de la clandestinité, il connaissait tout le prix d'une information et tout le prix qu'on doit donner, en particulier à la presse écrite. Il avait une sorte de réticence pour les médias radio et télévision. Il estimait qu'on devait lire et qu'on devait lire plusieurs journaux par jour. En ce sens, il était dans cette théorie qu'il dit qu'à partir du moment où on ne lit qu'un journal par jour, on est désinformé. Donc tout ça, il me l'a légué en patrimoine, cette vénération pour la presse. Et souvent, il disait, je veux bien faire de la radio à condition que je puisse continuer à écrire. Ce que je fais. Et donc ça, je l'ai eu en patrimoine. J'ai eu aussi la chance de rencontrer un homme tout à fait extraordinaire, parce que j'ai travaillé très tôt, j'ai travaillé très jeune, puisque j'ai d'abord payé les études de mon mari avant de pouvoir me faire moi-même mon doctorat en pharmacie. Et j'ai donc travaillé dans une boîte... C'est le féminisme comme je l'aime. Où j'ai rencontré un type qui est le pape de la communication, dénommé Georges Chetoshin, que les grands communicants connaissent parce qu'il a structuré un certain nombre de pensées sur cela. Et il m'a appris le goût de la communication, de s'exprimer devant un micro, de ne pas avoir peur de la caméra et des micros. Et il m'a vraiment appris beaucoup de choses, Georges Chetoshin. Voilà, donc j'ai eu cette vénération du média par mon père, et de l'autre côté, un certain nombre de clés qui m'ont été données par Georges Chetoshin. Ce qui fait que quand j'ai quitté la politique, immédiatement, dans la semaine qui a suivi mon départ, j'ai eu plusieurs propositions, 5 exactement, de médias très différents, qui voulaient que je travaille pour eux. Et d'ailleurs, un patron d'un groupe télé m'a dit cette phrase que j'ai trouvée sympathique et bouleversante. Il y a 10 ans que je vous regarde, et je me suis dit, dès qu'elle arrêtera la politique, je l'appellerai. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui, dans moi, a suscité cet intérêt, cette possibilité de se dire, elle va pouvoir parler devant un micro, ou derrière un micro, plus exactement. Est-ce qu'il y a une émission que vous aimeriez faire ? Est-ce qu'elle est forcément politique ? D'ailleurs, peut-être pas. Mais... Alors, c'est vrai que quand je suis rentrée en politique, j'ai choisi aussi l'émission que m'a proposée Ara Aprikian. Quand vous avez quitté la politique. Quand j'ai quitté la politique. Ara Aprikian étant, à l'époque... le patron de la chaîne 8. Ouais. Parce que justement, il me proposait une émission de divertissement qui me permettait d'entrer dans les médias de façon progressive. À travers un plateau où je n'étais pas seule à la manœuvre, il y avait une journaliste de grande qualité qui pilotait ça, Laurence Ferrari, et où j'étais une des chroniqueuses. Ça me rassurait de commencer par ça, parce que les gens pensent que, à partir du moment où on vous a interviewé sur toutes les matinales de la matinée, vous êtes capable de faire ce métier. Pas du tout. Non, c'est pas la même chose. J'ai voulu cela. Ensuite, je suis allée dans le groupe. Monsieur Bolloré a arrêté l'émission, donc il a arrêté l'émission. J'ai travaillé 1 an dans le groupe RMC BFM. Ça m'a beaucoup appris. Mais là aussi, je me sentais quand même... je me sentais pas toujours très bien. Et là, vraiment, dans le groupe TF1, on est dans un groupe de médias important, structuré. On a un back-office, comme on dit en Auvergne, tout à fait important. Mais Philippe, je ne veux pas déflorer les choses, mais le fait que je sois seule à la manœuvre dans l'année qui vient va sans doute se concrétiser. Ah bon, donc alors je ne peux pas avoir de réponse à ma question, puisqu'il faudra attendre que la saison
saison, prochaine. Voilà. Que le mercato soit, comme disent les gens bien, que le mercato soit bouclé. Le mercato, très bien. Eh bien, nous l'attendrons. Vous avez depuis et dans votre Anjou, où donc vous avez exercé de la profession de pharmacienne, vous avez aimé ça, hein? Ah, j'ai adoré mon métier. J'ai adoré mon métier parce qu'il a été un choix d'adulte. Je me retrouve donc à 30 ans, ayant travaillé dans une entreprise. Je crois que le salariat m'a beaucoup appris de travailler vraiment. Voilà, avec voilà, on gagne son salaire, on a des objectifs. J'étais dans une force de vente. Une grande partie de ma rémunération était liée aux objectifs que je tenais, et de travailler dans une équipe, d'obéir à un patron, à un chef. Moi, ça m'a beaucoup appris. Mais quand on passe ce pacte avec l'homme qui partage votre vie, en général, tu fais tes études, je te les offre et ensuite je ferai les miennes. Ça, c'est ce que les poètes appellent un piège à con, si vous permettez. Parce qu'en général, quand on en a tellement bavé qu'on recommence pas. Donc, je me suis assise à 30 ans sur les bancs de la faculté, et là, j'ai commencé mes études de pharmacie. C'était un choix d'amour. J'avais vu ce métier, je l'avais ressenti, c'était quelque chose qui me plaisait, parce que c'était un métier de simplicité, de communication, avec un haut niveau de technicité scientifique. Mais en même temps, les gens poussent la porte de la pharmacie, ils vous parlent, vous les aidez, et vous êtes en totale proximité avec eux. Et donc, faire ces études à 30 ans, ça m'a beaucoup appris aussi, même si un jour une jeune collègue m'a dit « On voit que vous êtes très âgé », je lui ai fait « À quoi vous avez vu que j'étais très âgé ?» Elle m'a dit « Parce que vous voyez ». C'était la chose qui me distinguait de mes camarades. Et ce qui me distinguait, c'est que j'étais major de ma promotion chaque année, ce qui quand même était le minimum. Et donc, vous êtes dans l'Anjou pharmacienne, mais dans l'Anjou militante gaulliste. Vous avez été toujours militante gaulliste. En 68, vous êtes l'UJP, l'Union des Jeunes pour le Progrès, qui est le mouvement des jeunes gaullistes. Vous êtes ensuite dans les eaux de ces personnages dont nous avons parlé tout à l'heure. Bref, vous rencontrez un certain nombre de personnages politiques, dont certains sont des personnages, sont des figures nationales, et je pense à Edgar Pisani. Ah, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que Edgar Pisani, d'abord, se fait élire maire de Montreuil-Bellay. Il faut dire qu'il avait épousé la petite fille de Jules Ferry, Frénette Pisani-Ferry, qui ont une propriété. Vous qui aimez le bon vin, il y a un excellent Saumur Champigny qui est d'ailleurs cultivé par le fils d'Edgar Pisani, Édouard Pisani-Ferry. Et vous voyez que je vous donne des bonnes adresses au passage, à consommer avec modération. Hein. Je les couperai au montage pour pouvoir les garder pour moi. Et sur le château de Targé. Donc il s'est fait élire maire de Montreuil-Bellay. Et quand en 1967, il s'est agi évidemment de faire ces élections législatives, on a cherché un candidat dans cette première circonscription de Maine-et-Loire, et la figure de Pisani-Ferry, d'Edgar Pisani, c'est donc trouvé en quelque sorte incontournable. Alors il faut dire que derrière cette affaire, il y avait quand même la main de Pompidou qui espérait secrètement se débarrasser de Pisani en le faisant se présenter dans une circonscription où il estimait qu'il n'avait pas la moindre chance de se faire élire, et qu'ainsi il pourrait se débarrasser du barbu, comme il l'appelait. Mais mon père était quand même à la manœuvre pour le faire élire. Néanmoins, cette affaire a failli effectivement capoter comme le souhaitait Georges Pompidou, car Edgar Pisani a fait une campagne en dépit du bon sens, en appelant des communicants de Paris des incapables notoires, en particulier une équipe de Paris Match qui avait descendu la côte et qui a laissé à mon père deux choses, une maison ravagée d'un côté et de l'autre une facture démente des consommations qu'ils avaient prises dans la seule boîte de nuit d'Angers. Et ils avaient pondu un journal, et sur
sur la couverture du journal, il y avait la photo de la tour Maine Montparnasse, la tour Montparnasse, et sur lequel il était écrit ce que vous verrez quand vous viendrez à Paris. Je sais pas si vous voyez en 67 ce que les gens venaient à Paris. Et Edgar Pisani avait fait une campagne. Je me souviens, il était allé à Contigné, justement, le village de Jean Foyer. Jean Foyer le détestait, il l'appelait le Maltais ou le Métèque. Enfin bon, très bien. Et il avait parlé de 2 thèmes devant les paysans de Contigné qui ouvraient des quinquets comme c'était pas possible. Il leur avait parlé de l'étalon or. Les gens se demandaient ce que c'était que ce cheval. Et de l'étalement des vacances. Les gars ne prenaient jamais de vacances. Les 2 thèmes. Et surtout, il était arrivé avec un polo noir très très ouvert sur une poitrine velue, et puis des sandales dans lesquelles il était pieds nus, ce qu'on appelle chez nous des sans-gênes. Et ce qui portait bien leur nom. Et le lendemain, mon père a fait la tournée des popotes, et un maire lui a dit, il s'était même point habillé pour venir nous voir. Phrase à méditer quand on fait de la politique. Et là, premier tour, il est menacé. Il y a un candidat indépendant qui est là, bien placé. Pisani est en train de pleurer dans le bureau du préfet. C'était l'époque où les préfets se déployaient sur les candidats du général de Gaulle. Et mon père lui a dit, j'ai une idée. T'as une idée, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire une affiche. Mais quoi comme affiche? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, on va dire, voter Pisani, c'est voter de Gaulle. Ah! On a placardé ça partout, et Pisani a été élu. Edgar Pisani, donc, dont il faut rappeler peut-être pour quelques-uns de nos auditeurs qu'il avait joué un rôle dans la Résistance, il avait joué un rôle au moment de la libération de Paris. On le voit dans Michel Piccoli dans c'est Paris Michel Brûle-t-il. Piccoli qui joue son rôle dans Paris Brûle-t-il avec une barbe admirable, et que donc il représentait ce qu'on peut dire les gaullistes de gauche. Oui, probablement. C'était plutôt de ce genre-là, et il avait été ministre de l'agriculture du général, et de Georges Pompidou par la force des choses, si je puis dire. Et puis en 1967, il est élu, la majorité est extrêmement courte, et la suite... Eh bien, c'est la trahison de 68. Mais la trahison, moi, j'ai jamais considéré que c'était une trahison. Moi, j'ai relu les discours d'Edgar Pisani en 68, et ce sont les plus grands discours. Michel Rocard estimait que ces discours étaient les plus grands discours de mai 68, puisque nous fêtons cette année l'anniversaire de 68. S'il y a un texte à relire, ce sont les discours de Pisani à la tribune de l'Assemblée nationale, quand il dit qu'il va voter la censure, et il le fait sous les applaudissements de la gauche, et il fustige la gauche. Il leur dit, ne m'applaudissez pas, je ne veux pas de vos applaudissements. Parce que c'est aussi, si on est arrivé là, c'est aussi de votre faute. Vous êtes aussi coupable. Et les textes sont absolument splendides. Donc moi, je n'ai jamais considéré Pisani comme un traître, mais au contraire comme un homme courageux. Et il a été tellement courageux que le général de Gaulle a demandé à mon père de se présenter dans cette circonscription 68. Je revois la scène où je faisais le standard à la maison. C'était moi qui filtrais les appels. Et je suis au téléphone et je rentre dans la salle à manger. Je dis à papa, c'est le général de Gaulle qui veut te parler. Et le général de Gaulle demande donc à mon père d'être candidat dans cette circonscription. Et Pisani a dit, Narquin est le candidat, je lui dois tellement que je ne me présenterai pas contre lui. Et il est allé se faire battre dans la circonscription de Saumur-Sud. Absolument. C'était quand même un seigneur. Il m'a beaucoup appris. Roselyne Bachelot, on vient de parler beaucoup des élections des autres, mais si on en venait à la vôtre, la première fois, vous avez été salué comme, quoique battu, mais comme étant meilleur que par la presse locale, comme étant meilleur. Je me souviens plus quelle était l'expression. Quand le moussaillon dépasse le capitaine, je me suis fait un troupeau d'ennemis là. Oui, ça c'était évidemment. Mais enfin, bon, sautons cette élection-là qui vous fait quand même, qui vous donne un nom propre, si je puis dire, enfin qui vous fait remarquer. Et venons-en à votre première élection, qui est quand même tout à fait anormale, étant donné le corps électoral qui a voté pour vous, que vous avez dans votre livre de souvenirs, que vous avez décrit comme une assemblée machiste de Hava.
noir, fermé, enfin tout ce qui normalement, mais cependant, comment, en dehors du fait que vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez beaucoup travaillé les techniques du contact avec le prospect, comme on dit, mais enfin, ça ne suffit pas pour convaincre cette population de voter pour vous et de voter pour vous à une majorité importante. Pour 58%. Ouais. Mais c'est-à-dire, c'est très curieux parce que ils se sont pas méfiés. Tous les caciques de la politique du Maine-et-Loire ne se sont pas méfiés. C'était un secteur. Je me présente donc au Conseil général en 1982. Et dans un secteur qui avait voté pour Mitterrand en 81 à près de 60%, dans lequel était conseiller général un des rares socialistes du Conseil général, grand résistant, un homme épatant, impeccable, honnête, aimé de tous, le type imbattable. Dans un secteur de gauche, un type très très bien, ancien résistant, adoré de tout le monde. Donc, quand je me présente avec la bannière gaulliste, vous pensez bien qu'on me l'a pas arraché des mains, il y avait personne pour y aller. D'autant qu'il y avait un candidat centriste qui lui aussi était un ancien premier adjoint au maire d'Angers, qui était la personnalité notoire, incontournable et très légitime. Donc, je me suis lancé dans cette campagne avec quelque chose qui ne se faisait pas à ce moment-là, c'est-à-dire la campagne de proximité. J'avais un gros canton, 35 000 habitants, et j'ai pratiquement tapé à toutes les portes. J'ai commencé cette campagne que tout le monde fait maintenant, mais qui à l'époque était très peu pratiquée. Et quand l'urne du premier tour s'ouvre, les urnes du premier tour s'ouvrent, c'est la stupéfaction à Angers. Je suis en tête devant le candidat socialiste, et j'ai évidemment un réservoir de voix extraordinaire avec les voix centristes et les voix d'un candidat indépendant. Et les 58% des voix, c'est moi qui les fais au deuxième tour. Et il y a cette phrase que j'ai souvent citée d'un patron de la droite locale quand je suis arrivée victorieuse à la préfecture d'Angers, qui a eu cette phrase magnifique: si on avait su, on aurait envoyé un homme. Je me suis dit, bon, cette affaire débute très très bien. Alors ça, c'est un thème, je dois dire que quand j'ai lu votre livre, toutes les références seront sur notre site, c'est une chose qui m'a frappé, peut-être parce que j'ai été élevé dans un milieu où on considérait que les femmes pouvaient, j'allais dire, étaient capables de tout, ça n'est pas une bonne définition, qu'elles pouvaient exercer n'importe quel métier, sauf peut-être bûcheron ou bûcheronne et pilote de chasse. Pilote de chasse, il y a aujourd'hui des femmes, bûcheron ou bûcheronne, je ne sais pas, mais comme de toute façon, c'est tellement mécanisé, je ne vois pas pourquoi elles le feraient pas. Et donc, je pense qu'à travers votre livre, j'ai pris conscience de la situation dans laquelle étaient les femmes de notre génération, puisque nous sommes de la même génération, et qui ne m'étaient pas apparues. J'avais l'impression qu'elles étaient beaucoup moins maltraitées que vous ne le dites, et vous le dites, comme vous le dites, sans acrimonie et sans avec ce ton, au fond, énergique et joyeux qui est votre marque de fabrique. C'est peut-être encore plus convaincant que si vous le disiez sur un ton militant et revendicatif, fut-il justement revendicatif. Mais dans vous avez été à peu près toutes les assemblées, sauf le Sénat, oui. Vous n'avez pas été Personne n'est parfait. Et l'Assemblée des évêques quand de France. Quand je serais morte. Et dans pratiquement toutes ces assemblées, même quand vous y êtes reçu par quelqu'un qui a pour vous de l'affection et de l'estime, je pense à Olivier Guichard, dont on parlera, si vous voulez bien, tout à l'heure, parce qu'il a une grande importance dans votre vie. Mais même dans toutes les assemblées, on vous dit la cuisine c'est là, la garderie c'est là, la crèche c'est là, etc. Ça a duré très longtemps. Et je me suis souvent demandé quel machisme était le plus difficile à combattre. C'est évidemment ce machisme paternaliste, courtois, un rien dragueur, qui est très très difficile à combattre. Finalement, le machisme gras dont j'ai été l'objet aussi, et qui d'ailleurs, on le voit, continue encore, même si la punition médiatique est maintenant beaucoup plus coûteuse qu'elle ne l'était de mon temps. Bon, ce machisme gras, on le combat très très bien, et il se retourne contre ceux qui profèrent des insultes ou qui ont des attitudes inappropriées. Mais quand un journaliste vous présente dans une table ronde sur les personnes handicapées
où j'ai évidemment un background, une compétence qui est reconnue, présente tous les personnes qui sont autour de la table par leurs titres et qualités, et que moi je suis présentée comme une fois de plus par Roselyne Bachelot et son charmant sourire, quand je me plains aux journalistes, on me dit « j'ai été très gentil avec vous ». Et on vous félicite sur votre coiffure, sur votre vêtement, on vous fait un doigt de cour. Jamais on ne parle de la qualité de vos discours, de vos interventions. Et ça, c'est quelque chose qui était évidemment éminemment crispant. Mon entrée au Conseil général de Maine-et-Loire en 82, je rentre avec les 6 nouveaux conseillers généraux. On rentrait solennellement. Le président du Conseil général faisait une présentation aux collègues comme Jésus au temple, et j'étais la dernière à rentrer. Et là, j'avais entendu les collègues être présentés, leurs engagements, leurs professions. Et moi, je rentre, et là aussi, on me refait le coup. Et Roselyne Bachelot, notre collègue dont chacun connaît le charmant sourire, c'est tout ce que j'ai eu droit à ça comme présentation. C'était consternant. Bon, je tiens à rassurer nos auditeurs, vous avez un charmant sourire. Merci. Cependant... Ce qui veut dire que vous êtes un macho. Ne me flattez pas. Donc, parmi les assemblées dans lesquelles vous avez siégé et où cette attitude s'est trouvée répétée, il y en a une qui était présidée par Olivier Guichard. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un... D'abord, Olivier Guichard, résistant, d'une vieille famille anoblie par Napoléon, le baron Guichard. Collaborateur du général de Gaulle. Très proche collaborateur du général de Gaulle, de longue date, personnage même physiquement impressionnant, géant, avec une voix qui sortait du fin fond de son estomac et une façon de se mouvoir tellement lentement qu'on se demandait s'il n'était pas, en train de remonter l'échelle de Darwin. C'est ça, une sorte de pachyderme. Il prenait son temps. Et cet homme a été, vous l'écrivez volontiers, a été pour vous un second père. Oui, le thème de votre émission sont les gens qui vous ont construit ou construite en l'occurrence. Et Olivier Guichard tient une grande place dans ma vie. D'abord, il m'a donné vraiment le goût de la chose locale parce qu'il m'a malgré tout confié très vite des responsabilités. Il m'a testé, c'était un homme qui testait les gens. Et après m'avoir testé, savoir si j'étais pas une sorte de fofolle, il m'a confié la présidence de la commission de l'aménagement du territoire au Conseil régional des Pays de la Loire, et vous savez à quel point Olivier Guichard est le père du concept d'aménagement du territoire de notre pays, la DATAR, etc. La loi littorale. C'était quelque chose pour lui d'important, en me confiant des dossiers tout à fait majeurs, comme la création d'un conservatoire de la Loire, par exemple, ou de l'inscription de la Loire au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, véritablement, après m'avoir testé, il m'a fait confiance. Mais il a fallu que je fasse mes preuves. Et c'est vrai que je rentre au Conseil régional, je suis tête de liste, je devrais avoir un poste de présidente de commission ou de vice-présidente du Conseil régional, ce que j'ai eu après. Mais j'ai eu un droit à un poste de secrétaire, ce qui était un poste purement honorifique. Je me dis, Olivier, mais pourquoi ? Enfin, ce poste de présidente de commission me revient. J'ai fait mes preuves dans le combat électoral et il a cette phrase, parce que je le vous voyais, mais il me tutoyait. Il me dit, mais tu peux pas être présidente de commission. Jamais les conseillers n'obéiront à une femme. On est en 86. Je parle pas du Moyen-Âge. Ou alors recevant l'ambassadeur des États-Unis. Je suis la seule femme membre du bureau. Les hommes sont priés de discuter avec l'ambassadeur des États-Unis et moi, on me demande de prendre le thé avec son épouse, Madame Rogers. Et quand j'ai dit que je voulais être avec les hommes, Olivier, il me regarde d'un air profondément là. Il me dit, t'es bien comme ton père, t'es une emmerdeuse. Décidément, les compliments pleuvent sur vous. J'aimerais évoquer quelques autres figures avec vous.
celle de Jacques Chirac. Dans votre livre, vous racontez, ou vous parlez de l'élection de 2002. Bon, vous êtes d'une famille de gaullistes, ça on l'a compris, de gaullistes ardents, je pense, comme même à un point de combustion assez élevé, si je puis dire, dans le côté ardent, et d'une famille où le Front National et ce qu'il représente est détesté depuis la... ça ne montait même pas au cortex, ça restait au cerveau limbique. Et vous parlez de l'élection de 2002, où il faut rappeler que donc au deuxième tour, Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac se retrouvent face à face. Il y a un épisode de cette élection qui, moi, m'avait choqué, c'est que Chirac n'est pas débattu avec Jean-Marie Le Pen. Ça me choquait d'autant plus que le danger d'une élection de Le Pen était un truc qui était fabriqué par quelques zigotos de diverses obédiences hystériques, si je puis dire. Et dans votre livre, en fait, vous expliquez qu'il n'aurait pas pu, qu'il n'était pas en état. Oui. C'est vrai qu'on connaît les ennuis de santé de Jacques Chirac après l'accident vasculaire cérébral qui a été plus grave qu'il n'a été dit par son entourage. Mais il y avait eu des signes précurseurs de cette maladie sur lequel je ne veux pas revenir, mais j'étais sa porte-parole, c'est le porte-parole de campagne. Et nous étions vraiment la toute petite équipe qui nous réunissions tous les matins autour de Jacques Chirac à l'Élysée, dans le fameux salon d'angle qui est le bureau du secrétaire général. En l'occurrence, c'était Dominique de Villepin. Et nous menions sa campagne. Et tout de suite, je me suis rendu compte que Jacques avait beaucoup de mal, par exemple, dès que nous discutions ensemble, même pour nous disputer, enfin amicalement, on échangeait nos idées, ça le fatiguait beaucoup. Il avait beaucoup de mal à suivre une conversation croisée. Ça le fatiguait. Et il partait et il nous disait « Je reviendrai quand vous serez d'accord ». Et tout de suite, nous nous rendions compte de cela à travers ces signes qui étaient des signes tout à fait discrets, qui ne l'empêchaient pas d'être président de la République, mais on sentait quelqu'un qui était fragilisé. Et nous étions très, très inquiets de ce débat contre Lionel Jospin. Non, c'était contre... Oui, mais justement, nous étions avant le premier tour, nous étions très, très inquiets de l'éventualité d'un débat contre Lionel Jospin, parce que je me disais, mais ça va pas le faire, quoi. Et quand le premier tour arrive, les résultats, tout de suite, nous, son équipe rapprochée, nous sommes dit, ouf, parce que nous connaissions aussi la violence de Jean-Marie Le Pen. Et nous ne voulions pas l'exposer, nous ne voulions pas exposer Jacques Chirac à ça. Alors, à propos de Chirac, il y a quelques jours, on vient de parler pas mal de l'attitude des hommes politiques, des hommes en général, mais des hommes politiques en particulier, à l'égard des femmes. Celle de Chirac est très difficile à comprendre. Peut-être vous allez pouvoir m'éclairer sur ce point, parce qu'en 98, vous prononcez à l'Assemblée nationale votre discours sur le Pacs, qui n'est, moins qu'on puisse dire, qui n'est pas du goût d'énormément de vos amis politiques, et pas davantage, d'ailleurs, d'une bonne partie des électeurs de vos amis politiques. Et 4 ans plus tard, en 2002, même un peu avant d'ailleurs, Chirac vous demande d'être le porte-parole de sa campagne. Il y a un truc, là. Comme dirait Boris Vian, il y a quelque chose qui paraît clocher là-dedans. Oui, je me suis souvent posé la question de cela. D'abord, Jacques Chirac aimait bien les gens courageux. Parce qu'il savait que l'indépendance n'est pas incompatible avec la loyauté. Et que j'ai fait aussi partie, en 95, nous n'étions pas si nombreux que cela, des gens qui avaient milité pour sa candidature à une époque où mes copains n'en avaient que pour Balladur. Je me souviens des journées parlementaires à Colmar, où tout le monde l'avait lâché, en 94, et où nous nous retrouvons, on est dans le même hôtel, on se retrouve tel Raymond Souplex et Jeanne Sourza, tous les deux sur un banc, à minuit,
On était bien, il faisait frais, mais bon. Et je lui dis, tu sais, Jacques, il faut que tu saches une chose, les gens choisissent Balladur aussi parce que ils se disent, de toute façon, c'est un mauvais gars, si on n'est pas avec lui et qu'il gagne, il nous pardonnera jamais. Tandis que si c'est Chirac qui gagne, lui, de toute façon, c'est pas grave, il nous pardonnera. Tu devrais leur dire, et là, je lui ai donné un très mauvais conseil. Oui. Je m'en veux énormément. Tu devrais leur dire que tu pardonneras pas. Et effectivement, il m'a peut-être suivi, il l'a pas pardonné, et je pense que ça, je dis pas que c'est moi qui l'ai incité à faire cette faute politique, mais en tout cas, c'était une erreur de le dire à long terme, même si ça peut-être, ça n'a pas été une faute à court terme. Et c'est vrai que en 2002, on sait ce qu'il en est advenu en 95 et en 2002. Mais je voudrais revenir d'un mot sur Chirac, parce que nous n'étions pas des Chiraciens au départ. Non. Vous avez même été très choqué quand Chirac a fait la campagne de Giscard. Ah, ça a été pour mon père un déchirement. Toute la famille a fait la campagne de Chaban-Delmas, évidemment, en 74. Mon père était très réticent vis-à-vis de Georges Pompidou. Il estimait que ce n'était pas dans la lignée du gaullisme, qu'il était trop lié avec les milieux d'affaires. On parlait pas de la banque Rothschild à l'époque, mais pour papa, ça avait du sens. Il venait d'un maquis communiste, dans une filiation communiste, c'était un FTP. Georges Pompidou, c'était tout ce qu'il aimait pas. Et les Pompidou's Boys, dont faisait partie Chirac, c'était pas du tout sa tasse de thé. Et donc, quand Chirac trahit Chaban-Delmas, son compagnon de lutte, mon père, il est évidemment profondément choqué, meurtri, et il va falloir 76, l'appel de Cochin, pour que mon père se réconcilie avec Chirac. Il faut dire qu'avec papa, c'était vraiment le souverainiste classique, le souverainiste à poil dur, comme on peut l'imaginer, ce qui fait d'ailleurs qu'au moment du référendum de Maastricht, je présidais le comité du oui et lui présidait le comité du non, ce qui n'a pas été toujours très facile à gérer. Dans les hommes et les femmes que vous mentionnez dans votre livre, il y a Jean Chalopin. Oui. Jean Chalopin, c'est le président de la commission des affaires sociales du Conseil général. Quand je rentre au Conseil général de Maine-et-Loire, je veux rentrer à la commission des finances parce que j'estime que c'est là que ça va se passer. On commence la décentralisation, c'est une période fascinante, 82. Les conseils généraux, qui étaient des clubs pour des vieux messieurs un peu sur leur tour, prennent la manœuvre, prennent le manche de toutes sortes de politiques, en particulier de politique sociale, mais je me dis, je vais être à la commission des finances. Évidemment, comme personne n'a vu dans cette bande de caciques se jouer le tournant de la décentralisation, ils n'en veulent pas de la commission des finances. Et ils me laissent rentrer à la commission des finances. Mais évidemment, 3 ans après, le renouvellement triennal se passe. Là, les gars ont mis quand même 3 ans à comprendre que c'était bien là que ça se passait, à la commission des finances. Donc, je suis éjecté de la commission des finances. Et on me dit, oh, écoute, t'es une femme, tu vas rentrer à la commission des affaires sociales. Bien sûr, c'était pour moi, hein, cette commission des affaires sociales. J'y rentre donc, mais totalement à reculons, avec le sentiment que je suis victime d'une relégation, d'une injustice. Ça ne m'intéresse pas. Et là, je découvre ce président de la commission des affaires sociales, Jean Chalopin, qui va me décrire, me faire aimer ces politiques sociales qui ont ensuite été le sel de ma vie, de mon engagement, encore aujourd'hui de mes engagements associatifs. Et cet homme, il a énormément compté dans ma vie. Un médecin de province, oui, une image d'Épinal. Le bon docteur Chalopin, ayant tout créé, je ne sais combien d'institutions pour personnes handicapées, et encore aujourd'hui, 40 ans après, dans les gens qui ont vraiment compté, qui ont structuré ma vie, il est très important. Roselyne Bachelot, vous avez, dans votre vie politique, pas mal d'hommes, mais il y a aussi quelques femmes. Certaines dont on ne s'attend pas nécessairement à avoir le nom favorablement associé au vôtre. Je pense à Gisèle Halimi,
avec qui vous avez travaillé dans des circonstances que vous rappellerez. Je pense, là c'est moins étonnant, à Michel Barzac, et je pense, là c'est plus étonnant parce que, enfin il est vrai que ça n'est pas arrivé tout de suite, mais je pense à Martine Aubry. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, entre femmes qui font de la politique, on a une possibilité de complicité plus grande parce qu'on a supporté les mêmes situations que celles que vous venez de nous décrire? Ou est-ce que c'est hasardeux et dû à des caractères qui se sont finalement, bien entendu, Martine Aubry, vous vous êtes tapé dessus beaucoup à la tribune. Il y a quelque chose qui c'est moins vrai aujourd'hui. Mais cette culture minoritaire nous donnait une sorte de liberté et nous permettait de nous extraire plus facilement des consignes de vote et de l'armature partisane. C'est en général ce qui était une chance pour les femmes. D'ailleurs, il y avait derrière tout ça beaucoup de condescendance. L'idée qu'on n'était pas si importante que ça et qu'on pouvait nous laisser faire des choses. Et tout ça nous permettait d'avoir des combats communs. Et puis les combats communs l'ont été sur le sentiment qu'il n'y avait pas que la politique dans la vie. Les femmes que j'ai rencontrées étaient toujours multiples, diverses. Elles n'avaient pas ce lien d'asservissement à la politique que j'ai souvent rencontré chez des hommes. Ils sont battus, ils savent plus où ils sont. Ils sont dans un état de déshérence totale. Nous sommes plus rapidement éjectés de la politique. C'est ce que les féministes anglo-saxonnes appellent le phénomène de la revolving door, de la porte tournante. On est éjecté, on n'y revient pas en général. Mais aussi, d'un autre côté, nous supportons plus mal les méchancetés, sans doute, mais mieux les défaites. Roselyne Bachelot, bien que il m'aurait été agréable de vous interroger sur quelques autres personnes qui ont eu de l'importance ou qui ont de l'importance pour vous. Je pense à quelqu'un qui est peu connu du grand public, qui est Jean-Michel Bélorgey, qui a dans l'action sociale eu un rôle très important et très novateur dans les années 70, ou à Yves Coppens, qui est une de vos admirations. Mais il me semble que sur ce que vous venez de dire sur les femmes en politique, nous pourrons trouver, nos auditeurs avec nous, une conclusion heureuse et utile. C'est pourquoi je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à cette série de Qui t'a fait toi.